dire un petit mot à l'attention des organisateurs, donc de Nicolas et de son équipe. Je voulais les remercier pour leur ouverture. Et voilà, je pense que c'est important à un moment que tous les professionnels puissent se rassembler, que toutes les formations puissent être présentes. Donc c'est vrai que ce matin il n'y avait pas la FANTAC, mais moi j'ai été formée FANTAC, donc voilà, je suis là aussi et c'est une façon de représenter aussi la FANTAC. Voilà, donc je voulais les remercier pour cette ouverture-là. Voilà, donc moi je suis psychologue clinicienne de formation. Alors on parlait ce matin de tous les titres. Je suis également psychothérapeute depuis... J'ai le titre officiel depuis août 2012, donc c'est tout récent. Je l'ai eu par équivalence par rapport à mon expérience et par rapport à mes diverses formations, en plus de ma formation de psychologue. Et je suis aussi thérapeute avec le cheval. Donc pour moi, je me situe effectivement très bien dans ce que disait le monsieur ce matin. Je ne sais plus... Voilà, pour moi, effectivement, je suis d'abord psychologue clinicienne et ensuite, je me suis spécialisée dans une forme de pratique. Voilà, et effectivement, en fonction de ce qu'on est, je pense qu'on donne aussi une orientation à notre travail. Donc, je m'inscris tout à fait dans cette idée. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler, on m'a demandé d'intervenir sur le côté associatif. Donc, je vais vous montrer, vous expliquer un peu l'exemple de la structure dont je suis cofondatrice. Donc voilà, c'est un exemple, c'est pas un modèle, c'est pas voilà quelque chose qu'il faut suivre. Hein. Il y a des points positifs et puis il y a des points négatifs aussi dans ce que je vais vous présenter. C'est un projet parmi d'autres. Il y a beaucoup d'associations qui œuvrent en médiation équine, voilà. Et Résilienfance est l'une d'elles. Donc je vais vous parler dans un premier temps du projet Résilienfance, comment on en est arrivé à créer ce projet, comment ça se passe concrètement sur le terrain. Du coup, je vais reprendre des choses qu'on s'est dites ce matin. Il y a eu des questions voilà, qui étaient tout à fait pertinentes par rapport à la pratique et comment on met en œuvre un tel projet. Et puis j'essaierai de vous parler un petit peu des inconvénients et des avantages du cadre associatif. Voilà. Puisque je crois que Résilienfance, c'est la seule association représentée aujourd'hui, enfin dans les intervenants. Non ? Ah oui, ben oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Voilà. Donc, je vais vous demander un petit... C'est bon. Alors, encore, voilà. Encore un... Voilà. Donc, pour commencer, je vais vous parler un peu, je vais vous raconter un peu ma vie. Donc, je suis désolée, mais c'est pour vous expliquer la genèse du projet. Parce que c'est vrai que c'est quand même un projet personnel. Donc moi, je suis sortie de la fac en 2003 avec mon diplôme, toute fière. Et puis là, le choc, le chercher du travail, pas de boulot, la galère, la déception, la déprime. Je suis montée à Paris parce que j'avais besoin de manger. Donc je suis montée à Paris pour faire un petit boulot d'hôtesse d'accueil dans une grande maison de mode, donc j'avoue que c'est une expérience formidable, au-delà du reste. Et du coup, j'étais à l'accueil, donc entre l'arrivée de plein de célébrités, je recevais aussi le journal, et le journal Le Monde. Donc j'en profitais pour feuilleter le journal, et je suis tombée un jour sur une association qui proposait de la prévention de la violence par la médiation animale. Donc je me suis dit, tiens, donc moi je suis cavalière, les animaux ont toujours été très importants pour moi, psychologue, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est ? Alors pendant mes études, c'est vrai que je me disais, tiens, l'équithérapie, j'en avais entendu parler, mais alors je m'en suis pas du tout intéressée. Pourtant je suis cavalière, j'aurais pu, mais pas du tout. Et c'est là vraiment que il y a eu un déclic, je me suis dit, oui, pourquoi pas, qu'est-ce que c'est ? J'ai contacté cette association qui m'a offert mon premier poste l'année suivante, en 2004, sur Paris. Donc, vous voyez, c'est fait 10 ans et c'était sur Paris. Donc, tout a commencé ici il y a 10 ans. Voilà. Et là, j'animais des groupes de parole avec des enfants sur la violence. Et en fait, la méthode, c'était de se servir de l'animal pour évoquer la violence envers les animaux et transférer après à l'humain. Bon. C'était un début. La présidente de l'association pour laquelle je travaillais venait avec son chien. Donc la présence animale, finalement, il y avait juste une présence, mais il n'y avait pas vraiment un travail de médiation animale.
Et puis je suis rentrée dans ma région à la fin de mon CDD et je me suis dit, bah voilà, plutôt que d'attendre en continuant ma recherche d'emploi, je me suis dit pourquoi j'essaie pas de créer mon projet en Gironde. C'était donc ça en 2004, enfin la fin de mon contrat, donc c'était début 2005. Voilà, donc tout est parti, vous voyez, d'un projet personnel, de rencontres, de hasard, voilà. Et je suis rentrée, j'ai voulu effectivement créer la même chose. Et je me suis dit en même temps, comme disait un humaniste qui nous a quittés il y a peu de temps, qui disait que créer, c'est résister. Voilà, moi, confrontée à ma recherche d'emploi si difficile, je me suis dit, bah, je vais créer, et en parallèle, je vais continuer à chercher du travail. Et puis finalement, voilà, j'ai parlé de mon projet autour de moi, à des collègues, à une autre psychologue, à d'autres personnes, à mon entourage. Et puis j'ai réuni comme ça des compétences qui étaient intéressées par l'idée du projet, par la valeur du projet, par le sens du projet. Donc on a eu des personnes dans le monde juridique, des personnes dans le monde de l'informatique, des psychologues. Et on a monté donc l'association, une association donc loi 1901. Je veux bien que... Voilà, merci. Encore un petit coup. Voilà, on s'est posé plein de questions forcément après, hein, dans tout projet et encore plus ce projet associatif. Voilà, il a fallu répondre à des questions. Donc j'ai réuni des personnes comme ça qui avaient des compétences et on s'est demandé pourquoi ce projet, pourquoi on monte ce projet. Ensuite, est-ce qu'il a un intérêt, ce projet? Est-ce qu'il répond à des besoins, des demandes, des attentes? En fait, l'existant, qu'est-ce qu'il existe sur mon territoire en région bordelaise? Est-ce qu'il y a des associations qui proposent ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des besoins? Est-ce qu'il y a des demandes du médico-social, des services sociaux? Voilà, on a recensé énormément de choses. On s'est demandé, est-ce qu'il est réalisable? Est-ce qu'on a les compétences pour monter un tel projet? Est-ce qu'on a la formation? Est-ce que financièrement, à un moment, on va pouvoir en vivre? Est-ce que, voilà, donc énormément de questions qui nous a servi à écrire notre projet associatif, qui est une étape essentielle, hein, qui permet de répondre aux questions quoi, qui, où, quand, comment. Hein. Je crois que ceux qui travaillent dans des associations, ceux qui ont créé des associations connaissent ces questions. Et à partir de ça, en ayant rédigé notre projet, on a pu communiquer dessus et effectivement le mettre en œuvre. Donc, je veux bien que vous... Hop. Et encore. Voilà, donc en fait, on a créé une association loi 1901 avec rédaction de statut, avec déclaration en préfecture. Et donc Résilienfance, c'est une association d'aide à l'enfance par la médiation animale. Alors, on ne travaille pas qu'avec le cheval. Aujourd'hui, je vais parler du cheval, forcément. Mais on travaille également avec le chien. Je suis moi-même référente d'un chien handi-chien, donc qui m'accompagne également dans mon travail. Et on travaille avec les chevaux. Donc, on a créé Résilienfance en août 2005. Le nom, vous reconnaîtrez Résilience et Enfance. Alors, pourquoi ce nom ? Parce que à l'époque, le concept de résilience, c'était un peu les prémices en France. Et pour nous, c'était un nom porteur d'espoir. Voilà, c'était la possibilité effectivement d'un rebond malgré l'adversité, malgré les traumatismes, un rebond qui ne se fait pas sans souffrance, mais voilà, un rebond. Donc c'est un mot porteur d'espoir, et puis vous voyez dans le nom Résilienfance, il y a lien qui apparaît. Alors on le souligne en orange, hein, c'est le nom de notre association normalement. Lien parce que je pense que dans cette rencontre avec l'animal et l'enfant ou l'adolescent, il y a cette question de lien, cette question de l'attachement, cette question de la relation. Et nous, c'était très très important qu'on puisse le souligner. Voilà. Donc nos objectifs qu'on a définis dans nos statuts, hein, c'est de proposer de la relation d'aide, de la thérapie médiatisée par l'animal. Alors avec des enfants, des adolescents, des familles et des parents. Depuis peu, des adultes et des personnes âgées, parce qu'on a eu des demandes. Et que quand on est une petite association, à un moment, il faut qu'on ouvre et qu'on diversifie nos propositions, nos activités pour pouvoir vivre, hein, parce qu'il y a un côté économique aussi. Mais on travaille essentiellement quand même avec des enfants et des adolescents. C'est la priorité des projets. Après, on peut accepter des projets avec des adultes ou des personnes âgées, mais c'est plus rare.
Un autre objectif, c'était faciliter la communication et les échanges régionaux, nationaux, internationaux en médiation animale et promouvoir la recherche et la formation en médiation animale. Voilà nos objectifs qui nous ont permis donc de faire une plaquette de présentation qui nous... Voilà, on savait où on allait. Voilà, et on a permis de communiquer. À partir de là, on a pu communiquer. On a pu aussi, ce matin, on parlait d'assurance, mais aussi c'est important quand on va avoir un... Parce que quand on travaille avec le cheval, c'est quand même l'activité équestre, c'est quand même considéré comme une activité à risque. Et moi, je ne suis pas professionnelle du cheval. Oui, je suis cavalière, oui, j'ai des galops, oui, j'ai une formation, mais je ne suis pas juridiquement, enfin, au niveau des assurances, devant la loi, j'ai pas un diplôme équestre. Donc au niveau des assurances, c'est vrai qu'il fallait expliquer clairement notre projet. Donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard par rapport au choix, parce nous, on est une activité itinérante. Donc on va dans différents centres équestres partenaires. Donc on reparlera là du choix de la cavalerie, du centre équestre et des assurances aussi. C'était des questions qu'il y avait ce matin. Donc du coup c'est intéressant et j'espère que voilà, notre exemple pourra vous servir aussi dans vos projets. Et encore une fois, voilà. Oui, j'ai essayé de mettre des photos, je trouve que c'est pas mal, ça va un petit peu... donc les ateliers. Donc on propose des ateliers d'aide et de soins médiatisés par le cheval, seul ou en groupe. Donc moi je ne vais pas vous parler aujourd'hui de ma pratique en soi, hein, je vais un peu en faire référence, mais voilà, là je suis surtout là pour vous parler de l'exemple du cadre associatif. La démarche, c'est proposer une rencontre entre les bénéficiaires et l'animal qu'on considère nous là comme un média. Donc effectivement, on prend en charge les bénéficiaires effectivement avec leur singularité, hein, au-delà de la pathologie. Je ne sais plus qui disait ça ce matin, peut-être Karine Martin, je crois aussi. Donc voilà, on est exactement aussi dans cette démarche. L'accompagnement, c'est autour du corporel, l'émotionnel et le relationnel. Après, on propose d'autres activités. Alors plus, je dirais, alors on n'est pas dans de la thérapie, mais voilà, on peut proposer de l'accompagnement à la parentalité. On fait des journées famille, on fait des journées maman, où on propose un espace aux mamans autour du cheval. Donc des moments très très riches où ces mamans, elles lâchent beaucoup de choses. Après, on propose des ateliers découvertes et des actions solidaires et de sensibilisation autour du handicap. Alors là, je dirais que c'est peut-être plus avec le chien, donc on n'est pas forcément concerné aujourd'hui. Donc on va dans les écoles, dans les institutions spécialisées pour la récolte des bouchons de plastique. On va avec une personne handicapée et son chien d'assistance, avec une famille d'accueil. Moi, je viens avec mon chien, voilà. On va parler du handicap, du chien d'assistance, et ce sont des établissements et des écoles qui récoltent des bouchons de plastique, qui aident après les associations. Et on propose aussi des ateliers découvertes. Donc on a un partenariat avec la police municipale la brigade équestre de la police municipale de Bordeaux. Donc on peut amener des enfants de quartiers dits défavorisés à la rencontre de la brigade équestre. On va également voir les chiens guides aveugles. Voilà, on propose ce genre de choses. Ensuite, alors concrètement, la réalisation en ce qui concerne les professionnels. Alors chez nous, effectivement, ce sont essentiellement des professionnels qui ont des diplômes d'État. Donc là, en l'occurrence, des psychologues et éducateurs spécialisés qui sont après formés dans la pratique en médiation équine. Donc des professionnels formés et des regards croisés. Ça, c'est très important, surtout qu'on a à la fois des projets plutôt de relations d'aide dans l'éducatif et également de la thérapie. Un travail pluridisciplinaire avec des professionnels du monde animal. Alors là, c'est essentiel pour nous, hein. On travaille avec des éthologues, des vétérinaires, des brevets d'état d'équitation. Voilà, c'est à part entière. Ça, c'est un partenariat et ça me paraît essentiel quand effectivement, c'est un métier. Dans tous les cas, on est formé pour pouvoir observer le bien-être animal et le bien-être de nos bénéficiaires. Évidemment, on a un regard avec le temps, avec l'expérience aussi qui s'affûte un petit peu. Mais moi, j'ai toujours besoin d'avoir le retour de ces professionnels-là. C'est essentiel qu'à un moment, ils puissent venir faire un point sur ma pratique, qu'ils puissent venir voir ce qui se passe. Voilà, moi, c'est essentiel. Je ne peux pas faire sans. Voilà.
Ensuite, une équipe engagée chez nous, quand on vient chez nous, que ce soit bénévole, salarié, stagiaire, je dis toujours ici, on ne vient pas juste chercher un stage, un travail ou faire juste du bénévolat pour se faire. On est engagé, quoi. Il y a aussi un engagement et ça me paraît essentiel. On porte le projet avec nous. Voilà, c'est comme ça. Le milieu, c'est une petite association. Le milieu associatif, c'est pas facile et voilà. Et chez nous, il faut être engagé. Alors là, on va vous parler justement de notre cavalerie. Donc en fait, nous on a une activité itinérante. Donc on a plusieurs centres équestres avec lesquels on peut travailler en fonction du lieu où sont les enfants. Donc on a recherché activement des centres équestres partenaires. C'est pas facile, je jette pas du tout la pierre aux centres équestres, mais c'est pas facile de trouver. Il y en a. Voilà, il y en a des formidables avec qui ça se passe très bien. Il y en a avec qui c'est plus compliqué. Donc, pour nous, déjà, essentiellement, on choisit des centres équestres qui mettent leurs chevaux. Il faut que les chevaux vivent au pré, en troupeau. Alors, on a la chance à Bordeaux. J'imagine qu'à Paris, en région parisienne, c'est pas possible. Donc, c'est très compliqué. Mais nous, on est très vite à la campagne et on est très vite sur des centres équestres qui ont de l'espace. Donc, souvent, je dis souvent parce que pas tout le temps quand même, les chevaux sont en troupeau, au pré, et on travaille avec des chevaux en éthologie, des chevaux détendus. L'idéal, ce sont des chevaux qui puissent être dans des conditions de vie qui sont le plus proches possible de leur espèce, en fait, même si, effectivement, c'est pas pareil. C'est quand même pas la même chose, puisque c'est quand même des chevaux qui on demande de travailler, qui parfois peuvent être en boxe, voilà. Mais voilà, on est très très vigilant à ça. Et après, sur le choix de nos chevaux, effectivement, là, on travaille avec le brevet d'état d'équitation, qui connaît ses chevaux. On lui explique notre travail. On lui dit, voilà, nous, aujourd'hui, c'est tel public, il nous faut des chevaux plutôt porteurs, il nous faut des chevaux curieux. Voilà, en fonction des populations aussi, ça peut changer. Des fois, on a besoin d'un cheval très calme, très serein. Et puis, des fois, c'est pas mal aussi un cheval qui bouge un peu plus et qui va mettre aussi des limites, sans qu'on soit dans du danger, bien évidemment, mais qui va pouvoir mettre des limites aussi à certains enfants, à certains jeunes. Voilà, qui va s'imposer. Je voulais dire autre chose à propos de ça, mais je ne sais plus. Oui, les assurances. Ce matin, on parlait des assurances. Donc nous, pour l'association, on est assuré par la Maïf. On n'a pas eu de soucis pour l'assurance, mais nous, on est obligatoirement avec un BE sur place. Voilà. Il y a un vide juridique par rapport à ça, mais il me semble qu'il y a quand même un décret, une loi qui dit qu'à partir du moment où on fait monter un public, même si la thérapie avec le cheval, c'est pas forcément monter sur le cheval, on se laisse la possibilité, mais il faut que ça soit encadré par des professionnels du monde équestre. Donc nous, on a un BE sur le site, pas sur nos séances. Donc je suis sûre que là, au niveau assurance, si vraiment il y avait un accident, je suis pas sûre qu'on soit encore dans la légalité. Mais dans tous les cas, il est là. Il est là pour nous conseiller. Des fois, il jette un petit coup d'œil sur les séances, nous demande si tout va bien. Enfin voilà. On fera pas sans. Nous, voilà, il y a des centres équestres des fois qui nous ont dit, on vous amène les chevaux et puis le BE s'en va et non. Puis notre conseil d'administration, de toute façon, ne le souhaite pas. Voilà, donc le BE est tout le temps sur place. J'avoue, parfois, ça peut être une contrainte parce qu'on aimerait être plus indépendant dans notre pratique. Donc on a pensé à nous aussi se mettre à ce diplôme, travailler, mais bon, voilà. Comme on dit, on peut pas non plus être tout puissant, on peut pas tout faire et je dirais à un moment, c'est bien aussi de travailler avec d'autres regards, voilà, des regards croisés aussi. Donc le travail avec les chevaux, on travaille sans harnachement. Pour nous, l'animal doit être libre de ses mouvements. C'est très important, il doit être curieux, libre de pouvoir venir, de pouvoir repartir. Il y a des exceptions, bien sûr. On a monté un projet où on est parti en randonnée avec des enfants. Donc là, forcément, sur mes séances, j'étais avec une BE. Enfin voilà, les enfants, il fallait qu'ils soient autonomes à cheval, il fallait qu'ils maîtrisent leurs chevaux. Donc voilà, il y a des projets où on sort du cadre thérapeutique et évidemment où on travaille différemment. Donc les bénéficiaires, enfants, adolescents, parents et familles.
On reçoit des institutions spécialisées, IME, ITEP, jardin d'enfants spécialisés, hôpital de jour, services sociaux. On travaille aussi dans le cadre d'un dispositif qui est le programme de réussite éducative, qui est géré par les mairies, avec une enveloppe de l'État, préfecture. Les centres socioculturels, les écoles, les particuliers. Voilà, c'est quand même très très large et très différent d'une structure à l'autre, d'un enfant à l'autre. On adapte vraiment nos projets. Donc les projets justement, donc ils sont individuels ou collectifs, élaborés lors d'une première rencontre avec la famille, les professionnels ou les structures bénéficiaires en fonction des besoins, des demandes et des possibilités des bénéficiaires. On parlait des prescripteurs ce matin, donc très souvent quand on travaille avec des établissements ou des institutions, il y a forcément le médecin psychiatre qui est là, lui aussi pour donner un avis, le médecin rééducateur. Après, on prend l'avis des psychologues, des autres professionnels, psychomotriciens. Ensuite, on a des demandes des services sociaux aussi. On a des enfants qui sont envoyés par l'ASE. Et puis aussi des parents qui ont entendu parler de nous, qui viennent vers nous. Donc là, on étudie leurs demandes, on entend leurs demandes, on voit si on peut répondre à leurs demandes. Parfois, ce sont des enfants, enfin la plupart du temps, qui ont un suivi, soit des enfants en classe d'intégration scolaire, soit des enfants en institution. Donc, avec l'autorisation des parents, on essaie le plus souvent, quand les parents sont d'accord, effectivement de travailler avec les autres professionnels aussi qui entourent les enfants. Donc, chaque projet comprend un suivi, une évaluation, des entretiens, réunions de synthèse, des bilans. Évaluation, quand on reçoit des subventions, l'évaluation c'est systématique. De toute façon, on est obligé d'y répondre. Maintenant, dans les dossiers de subvention, on nous demande comment vous allez évaluer, quels sont vos objectifs, comment vous allez évaluer les effets de votre travail. Donc, on est obligé de passer par l'évaluation. On a mis en place des grilles d'observation. Certains projets, on filme les séances. Voilà, donc on essaie on est dans cette démarche-là, même si on est d'accord sur le fait que c'est pas toujours facile. Ensuite, donc dans le cadre d'un partenariat avec un établissement, une institution, on rédige le projet en commun avec l'équipe. C'est très important, c'est de l'établissement. Et ça fait l'objet aussi d'une convention. Voilà, sur le plan après financier, ouais, il y a une petite image avec de l'argent ou non, ça marche pas. Bon, d'accord. Il y a un souci. J'ai pas envoyé mon PowerPoint, j'ai fait la mauvaise élève et du coup Nicolas n'a pas pu le valider au niveau technique. Donc je vous prie de m'excuser pour ce petit bug. Donc sur le plan financier, les premières années, ça a été une recherche active de financement. Vraiment, alors on a eu des subventions, on fonctionnait quasiment 80% à la subvention. Moi je vous ai pas dit, j'ai été quand même salariée, on a créé en août 2005 l'association. J'ai été salariée en 2007, en février 2007, donc au début quelques heures. Aujourd'hui, à mi-temps. Bon, j'y travaille beaucoup plus qu'à mi-temps, mais en tout cas, financièrement, j'ai un salaire à mi-temps. On a été jusqu'à 3 salariés. Aujourd'hui, on n'est plus que 2, puisque moi, j'ai un autre mi-temps aussi à côté. Du coup, j'ai un peu moins le temps de développer l'activité, mais voilà, on a quelqu'un d'autre avec nous qui est plus sur un temps partiel avec quelques heures. Voilà, donc au début, donc beaucoup dans la recherche de financement, pas mal de subventions, beaucoup de partenaires. Mais avec le temps, forcément, on n'est pas, au bout de 3 ans, on n'est pas reconduit. Voilà, il faut aider d'autres personnes. Et puis l'idée, c'est de pérenniser aussi son projet sans avoir recours à des subventions systématiquement. C'est aussi l'indépendance financière d'une association. C'est important à un moment que dans les établissements, il y ait des budgets. Voilà, au début, on a travaillé avec des établissements, on avait des subventions. Eux, donnaient une participation financière qui était pas très importante par rapport au coût de nos interventions. Et puis petit à petit, les subventions ont été retirées et c'était à eux, effectivement, après de prévoir dans le budget nos interventions. Donc là, c'est quand même important à partir du moment où, effectivement, un établissement, une institution, vous avez une ligne budgétaire que vous êtes allouée, c'est bien. Voilà, c'est déjà par rapport à eux, par rapport à leurs engagements, par rapport au travail que l'on mène. Voilà, c'est important et j'avoue que les collectivités territoriales, les fondations sont très sensibles à ça aussi, qu'à un moment, les établissements puissent aussi en partie financer ces ateliers et ces prises en charge.
Alors, essentiellement des subventions aux projets, puisque les subventions de fonctionnement, maintenant, c'est pas possible. Avec la loi des finances de 2001, tout a été reformé. On est dans une budgétisation, c'est vrai, orientée plutôt vers des objectifs, c'est ce qu'on disait. Voilà, donc c'était des subventions essentiellement aux projets, un projet, une demande de subvention. Au niveau financier, on a beaucoup travaillé sur la transparence financière et les documents financiers conformes. Alors là, attention, on s'est fait taper sur les doigts par la Fondation de France. À un moment, on rend un dossier de subvention et là, on nous appelle, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Quand on regarde vos comptes, on a l'impression que en fait, vous n'avez pas dépensé ce qu'on vous a donné l'année dernière et que vous mettez un peu de côté. Mais pas du tout, c'est qu'on n'était pas formés, nous, et en fait, on a eu un accroissement d'activité très rapide. Et on n'était pas formés à ça, et forcément, à un moment, nos documents financiers n'étaient plus conformes. Donc on s'est fait un petit peu remettre à notre place, mais c'était bénéfique pour nous, puisque du coup, on a suivi une formation dans le cadre du dispositif local d'accompagnement. Donc là aussi, c'est une forme de subvention. En fait, on est passé en commission, et on a eu une subvention pour avoir un accompagnement. Donc on a été formés en comptabilité, 2 bénévoles et un salarié. Et ça nous a beaucoup aidé parce que maintenant on a des comptes nickel et on est très fiers de les présenter et voilà, et c'est surtout que ça rassure nos financeurs aussi et c'est très très important. Voilà, ça donne aussi une crédibilité au projet. Alors sur le plan de la communication, on a effectivement tenté de faire, non, c'est ce qu'il faut faire, une communication maîtrisée. Active, efficace et sérieuse. Voilà, nous c'est essentiel, on base beaucoup de choses là-dedans. Alors c'est pas qu'une vitrine, parce que derrière on est sérieux aussi, on n'est pas que dans la com. Voilà, donc on a beaucoup travaillé sur ça, et sur la façon dont on présentait nos projets, sur nos plaquettes de présentation, sur nos sites internet, les réseaux sociaux maintenant bien sûr. Donc on a créé et développé des outils de communication. On entretient les relations avec la presse, c'est-à-dire que quand on a eu les premiers articles, les journalistes qui nous font des articles, on est sympathique avec eux, quoi. On s'occupe bien d'eux et voilà. Et du coup, on est sûr que dès qu'on a besoin d'un petit article, on les appelle et on entretient des bonnes relations. C'est important, ça fait partie du jeu. Je crois qu'à un moment, si on veut que notre association elle vive, il faut aussi jouer cette carte-là. Voilà. Donc nous, on la joue et puis ça fonctionne plutôt bien, donc on est content. Après, on essaye au maximum. Bien entendu, j'ai tout à fait conscience qu'il y a on ne peut pas s'entendre avec tout le monde et que des fois on n'est pas d'accord et que même si l'ouverture est essentielle, des fois c'est difficile de travailler ensemble. Mais on essaie au maximum la mise en réseau avec d'autres structures et associations proposant la même activité. Voilà, c'est vrai que moi aujourd'hui je suis là et tout à fait ouverte à un travail comme celui d'aujourd'hui. Donc je pense que c'est essentiel de travailler en réseau. On a besoin de faire reconnaître notre pratique et il faut qu'on s'unisse, quoi. Même si c'est pas facile, à un moment on n'y arrivera pas si on est trop sur des divergences et sur des guerres de clochers. Donc sur le plan de la réflexion, en 2008, on a créé notre charte de déontologie spécifique à notre pratique. Donc déjà, ça fait quelques temps. Là, on va peut-être un peu la remettre au goût du jour. Là encore, c'est un gage de qualité pour nous. C'est quelque chose qu'on présente aussi auprès de nos partenaires, auprès de nos financeurs, auprès de tout bénévole qui vient chez nous. Tout bénévole, tout salarié, tout stagiaire doit prendre connaissance de la charte et la signer. Voilà. Après, il ne peut pas dire qu'il ne savait pas. Et voilà. C'est essentiel pour nous. On a créé des groupes de réflexion. Donc pourquoi ? Parce que Résilient-Enfance, ça a été il y a le blog de la médiation animale et il y a Résilient-Enfance. On est énormément sollicité par des porteurs de projets dans toute la France qui sont très isolés et je reçois énormément de mails, d'appels et moi à un moment je ne peux pas répondre à tout le monde, c'est pas possible. Donc on s'est dit pourquoi on ne crée pas un groupe déjà en Gironde, avec quelque chose, un protocole. C'est vrai que nos groupes comme ça ils peuvent paraître fermés, mais c'est pas du tout le cas. Voilà, on veut des personnes engagées dans nos groupes. Certes, on vient chercher des choses, mais on y amène des choses aussi, de la matière à penser. On est vraiment dans l'échange. C'est aussi nous, en termes associatifs, c'est important pour nous ces valeurs-là.
Donc on a créé un premier groupe de réflexion et on a eu plein de demandes, mais est-ce que nous on peut créer un groupe dans notre région? Est-ce que nous on peut faire la même chose que vous sous votre bannière? Donc au début c'était non, parce que il faut maîtriser, pareil, hein, c'est fait partie aussi de l'image de l'association, maîtriser l'image de son projet, de sa structure. Et puis depuis peu, et ça y est, on a donné un label. Alors ça fait un peu pompeux, label, mais nous ça nous a un peu amusé de faire ça. Pour un premier groupe de réflexion Résilient Enfance, donc il y a le groupe de Gironde, mais le groupe de Gironde reçoit des gens de Bretagne, des gens de Paris, donc finalement ils viennent à nous. Et là il y en a un à Lille qui s'est créé depuis peu et peut-être bientôt un à Toulouse. Voilà, donc c'est vrai que le fait que notre projet associatif puisse fédérer, c'est important pour nous. Bon, après fédérer en étant aussi dans la maîtrise de notre image et dans ce qui peut se faire dans ces groupes, hein, c'est important. On ne veut pas non plus qu'ils se fassent n'importe quoi, qu'ils se disent n'importe quoi, mais toujours avec ce côté d'être ouvert aussi sur les autres structures. Voilà. Donc c'est vrai peut-être que certains pensent, oui, FANTAC, mais pourquoi pas se rassembler en réseau sous la bannière FANTAC? Parce qu'il n'y a pas ça, et que ça manque justement à un moment, il n'y a pas des groupes comme ça, et on s'est dit, on va en créer, voilà. Puis finalement, ce sont des stagiaires FANTAC qui créent leur groupe de réflexion Résilient Enfance. Voilà, donc c'est assez rigolo. Un comité scientifique, donc on est soutenu par le professeur Hubert Montagnier, qui a fait beaucoup de recherches dans le domaine de la relation homme-animal et enfant-animal avec les compétences socles, donc en éthologie. Également par Jean-Claude Barré, qui est aussi éthologue et formateur à la FANTAC en éthologie. Voilà, donc c'est des personnes qui interviennent dans nos séminaires, dans nos conférences, mais également sur nos projets. Moi, ils m'ont beaucoup aidé, beaucoup apporté pour valider des projets, pour amener une assise scientifique à nos projets. Ça aussi, c'est un gage. Pour vendre un projet, c'est important, auprès de financeurs et auprès d'institutions. J'ai peut-être plus beaucoup de temps, hein, c'est ça. Bon, je me dépêche. Pérennité. Alors, bon, j'ai pas voulu mettre... j'ai une collègue qui m'a dit, oh là là, ça fait un peu vitrine ce que tu as mis là. Mais j'ai pas voulu faire vitrine. J'ai voulu vous expliquer que toutes les questions qu'on s'est posées, tout ce qu'on a mis en place, aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une 60aine d'adhérents. 20 projets en moyenne par an, reconduits chaque année. Confondu projet chien-cheval, hein, là, j'ai pas différencié. 50 enfants et adolescents bénéficiaires, 30 parents familles, une indépendance financière. Alors je vous disais qu'au début on était à 80% sur les subventions. Ah ben maintenant c'est l'inverse, on est à 80% sur les prestations de services. Donc il y a une sacrée bascule qui s'est opérée. Hein. J'avoue que les subventions, il y en a plus pour les petites assos comme nous et c'est très dur d'en avoir maintenant. Voilà, donc des fois on se dit non, on vit pas de subventions, on a des dons parfois, mais voilà, aujourd'hui on vit plus de subventions. 2 groupes de réflexion, un blog, vous connaissez peut-être le blog de la médiation animale, voilà, qui réunit 1300 visites par jour. C'est pas mal pour le milieu quand même, donc on en est plutôt fiers. Un séjour de rupture en Mongolie en 2009, avec donc une dizaine d'enfants. Et un film documentaire qu'on vient juste de recevoir, donc je pense qu'on organisera des projections bientôt. Peut-être que vous aurez l'occasion, je ne sais pas sur Paris si on en fera une, mais en tout cas, voilà, il va y avoir des projections. Un conseil d'administration de 6 bénévoles, puisque du coup, moi je suis salariée, donc fondatrice du projet, mais plus du tout au conseil d'administration. Je suis quand même on me demande mon avis quand même, et bon, après, je décide pas, quoi. Hein, évidemment, c'est eux qui prennent les décisions, qui votent. Et seulement 2 salariés. Voilà, ça, c'est le nerf de la guerre. Trouver de l'argent et pouvoir vivre. Voilà. On n'a pas voulu de contrat aidé parce qu'on s'est dit aussi quand les subventions en contrat aidé se retirent, comment on fait pour pérenniser les emplois. Donc ça, c'est difficile. Donc les intérêts et inconvénients rapidement d'une association. Donc rapidement, je vous rappelle ce qu'est une association. C'est une convention par laquelle je veux bien un petit... Voilà. 2 ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances, leur activité dans un but autre que partager des bénéfices. Il s'agit donc d'une relation contractuelle ouvrant des droits et des devoirs pour chaque membre. Une association peut faire des bénéfices, mais bien sûr, on ne redistribue pas les bénéfices entre administrateurs ou entre adhérents. Voilà, c'est réinvesti dans le projet associatif. Donc l'association ne peut exister que si ses membres ont un objectif commun, l'objet de l'association.
Et il s'agit d'un groupement à but non lucratif, donc comme je vous disais, qui peut faire des bénéfices, employer des salariés. Voilà. L'intérêt, donc réunir des volontés individuelles pour défendre une conviction commune et ainsi donner une assise plus forte à une idée. On a une forte mobilisation des acteurs qui vont se reconnaître autour d'un projet et qui porte des valeurs et auxquels ils adhèrent librement. Ça, c'est important. Associer des savoir-faire, des compétences, des personnalités qui vont donner une gage de richesse au projet. Donc ça, je dirais que c'est la valeur économique qu'on retrouve dans toute association. Il y a également la valeur humaine. Une association, c'est un espace de communication, d'animation, de formation qui contribue à un développement personnel. Donc c'est sûr qu'on est dans quelque chose d'émotionnel, un sentiment d'appartenance à un groupe. Donc ça aussi, la valeur humaine se retrouve dans toutes les associations. Il y a la valeur éthique également qui est sur l'autre vignette. Voilà. Voilà, donc l'idée de l'association, c'est de donner de la valeur et du sens autour d'une culture commune. L'intérêt, c'est un principe démocratique. Les adhérents sont aussi électeurs, animateurs, parfois administrateurs, bénéficiaires, mais et ambassadeurs surtout de votre projet associatif. Et ça, c'est important. Sur le terrain, des salariés, des bénévoles. Alors, c'est un mix qui fait la force de l'association. On n'est pas soumis aux impôts. Attention quand même de ne pas tomber dans une activité commerciale parce que sinon les impôts vous tomberont dessus quand même. Possibilité de recevoir des dons et des subventions. S'inscrire dans un réseau associatif local reconnu, financé, aidé. Donc par exemple à Bordeaux, avec la mairie, on a droit à des salles, on a droit à des photocopies, on a droit à des formations. Voilà, ça c'est très important. Les inconvénients, cette vie associative, il faut l'animer et la motiver. Et je vous avoue que c'est difficile. Quand on est fondateur, en plus, on a à cœur qu'elle soit motivée et animée. Et c'est quand même souvent les mêmes qui, voilà, c'est épuisant. Le principe démocratique, qui peut être un atout, peut être aussi un inconvénient, c'est partager... Parfois, c'est les prises de décision. Quand on est fondateur, en plus, on n'a plus le droit de voter. Et quand on est salarié, je veux dire, et voilà, c'est compliqué de partager les choses. L'intérêt du mix bénévole-salarié, ça aussi, ça peut être un inconvénient, comme je l'écris. C'est une construction d'une grande sensibilité à manœuvrer, car les modes de motivation, de rétribution, les attentes ne sont pas les mêmes selon les populations. Et ça, je vous assure que c'est pas simple. Faire coïncider les trois valeurs. Donc c'est vrai qu'une association se doit de préserver sa valeur éthique, qui généralement la fonde, tout en garantissant sa pérennité économique et en développant la dimension humaine qu'elle sous-tend, forcément. Un travail administratif très lourd, qui demande des compétences identiques à la gestion d'entreprise, comptabilité, secrétariat. Quel avenir après le retrait des subventions? Alors là, il faut anticiper, surtout si vous avez des salariés. Notre activité, nous, ne répond pas à des missions déléguées par une collectivité ou l'État. Nous, on vient en annexe de ça. Donc, voilà. Là aussi, c'est une question de fonds de subvention. Dans l'opinion, association égale bénévolat et subvention. Donc, on devrait être gratuit après dans nos prestations. Les gens ne comprennent pas. On est toujours trop cher, de toute façon. Et voilà, c'est compliqué, ça aussi. Et puis, la précarité des emplois. Voilà. Et la petite, voilà, pour vous remercier et voilà, je vous ai mis les sites. En tout cas, merci de votre attention.